Chère Thaï, chère Sangha, chère très belle et bien-aimée communauté, nous allons revenir à notre corps, à notre posture, tout en écoutant 3 sons de la cloche. Nous pouvons donc adopter une belle posture en laissant tout de côté, nos pensées, nos cahiers, le voyage que nous avons fait pour arriver ici. Nous sommes vraiment arrivés à notre coussin maintenant. Nous revenons à notre respiration en écoutant 3 sons de la cloche. Chère Thaï, chère Sangha, nous sommes aujourd'hui le 24 octobre 2024 et nous sommes au hameau du Bas dans l'Assemblée des Étoiles, dans la salle de méditation Assemblée des Étoiles. Et nous sommes au cœur de notre retraite des pluies dont le thème spécifique est lié à une série d'enseignements que Thaï a donné en 2012 sur le thème l'âme sœur du Bouddha. Et cela me touche beaucoup parce que en 2012, j'ai été ordonnée monastique juste quelques mois avant le début de cette retraite des pluies-là, le 4 juillet, et c'était la fête nationale, la fête de l'indépendance. Et quand je repense à cela, une part de ma pratique au cœur de la retraite des pluies, c'est qu'en fait, le jour de mon ordination, ma sœur de sang m'a offert un très très beau cadeau. C'était un journal s'étalant sur 5 ans. Et donc j'ai écrit chaque jour dans ce cahier. Et cette année-ci, j'ai décidé de relire ce cahier. Je ne l'avais encore jamais fait auparavant. Est-ce que le son est OK? Et donc ce matin, j'ai repensé à tout cela, au fait que j'ai été ordonnée lors de la fête nationale américaine. Et ce dont Thaï parlait l'autre jour, c'est qu'il parlait de l'indépendance. Mais sommes-nous indépendants? Nous pensons que nous sommes indépendants, mais indépendants de quoi? Et j'observais un petit peu, je contemplais le jour de la période de mon ordination. J'étais une personne indépendante et donc je me demandais comment j'allais faire pour vivre dans la communauté. J'avais en moi un très fort sentiment de besoin d'indépendance et c'est effectivement un grand défi pour moi. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un peu cela. Parce que quand nous avons cette
forte sensation de besoin d'indépendance. Moi, j'ai quitté la maison quand j'avais 16 ans. Quand nous avons cela en nous, c'est souvent parce que il y a des blessures couvertes, des blessures de peur, que nos besoins ne soient pas rencontrés, être indépendant de quelque chose. Et donc, on se dit, on ne va pas regarder toutes ces blessures-là, on ne veut plus être blessé, donc on va être indépendant. Et je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui, et j'étais comme cela, j'étais fière d'être indépendante, je pouvais parcourir le monde, je pouvais aller là où je voulais, comme je voulais, faire ce que je voulais, comme je voulais. Mais comme le dit Tai, de quoi sommes-nous indépendants? Indépendants pourquoi? Sommes-nous libres? Est-ce la même chose? Et en fait, certainement, je n'étais pas une personne libre quand j'ai été ordonnée. Parce que j'avais ces blessures du passé en moi. J'avais ces peurs d'être à nouveau confrontée aux difficultés quand j'étais en communauté. En communauté, bien sûr, tout cela allait être mis en lumière. Toutes ces blessures au fond de moi, mes besoins, mon besoin d'indépendance. Et tout ça, c'est un vrai voyage. Et je voudrais partager ce voyage avec vous. Lors de notre journée monastique la semaine dernière, nous avons regardé un très bel enseignement de Tai. Et Tai nous a dit, si je pouvais m'aimer et me comprendre moi-même, alors si je peux m'aimer et me comprendre, alors je peux aimer et comprendre les autres. C'est le fondement. Le bonheur vient de la compréhension de soi et de l'amour de soi. N'attendons pas que le bonheur vienne des autres. Oh, c'est tout un programme. Alors, comment pouvons-nous commencer à apprendre à nous aimer nous-mêmes? Nous savons que l'amour et la compréhension vont ensemble, mais comment pouvons-nous apprendre à nous aimer nous-mêmes? Et je dois confesser que j'aime énormément l'assise méditative. Je suis une fan de l'assise. Et mon voyage s'est fait à travers l'assise méditative et cultiver la présence pour moi-même. Et en fait, c'est comme cela que j'ai découvert la pratique de Tai. De nombreuses années avant mon ordination, je vivais à Paris. Et un jour, j'ai vu un livre écrit par ce maître zen dont le nom était très difficile à prononcer et dont j'avais entendu parler. Et ce livre s'appelait « La respiration essentielle ». C'est un livre qui abordait le discours des 4 de la pleine conscience de la respiration. Et il y a quelque chose dans ce livre qui m'a vraiment accroché et je me suis dit, ça, c'est vraiment ça. Et je vois la solution, c'est à l'intérieur. Et j'ai commencé à pratiquer avec ce sutra sur la respiration consciente à l'époque. Je ne connaissais même pas l'existence du village des pruniers. Dans les livres, il n'y avait pas encore la mention de village des pruniers à l'arrière comme c'est maintenant. Et j'ai écrit et je me suis dit, ah, mais est-ce que c'est possible d'aller à une retraite? Et j'ai écrit à l'éditeur. Et donc l'éditeur a transmis ma lettre au village des pruniers. Et à ce moment-là, j'ai reçu une réponse écrite du village des pruniers qui m'a dit, oui, venez vivre une retraite. Et c'est comme ça que mon aventure avec le village a commencé. Donc l'assise méditative est une rencontre magnifique avec nous-mêmes. Nous nous asseyons et nous nous rencontrons. Il n'y a pas d'échappatoire. Et ça peut faire peur. Mais pour développer cette intimité avec nous-mêmes, apprendre à connaître notre corps, les schémas que nous avons, nos énergies d'habitude. Si je peux apprendre à connaître mes ancêtres à travers moi-même, à travers mon corps, à travers tout ce qui est ancré dans mon corps, ça c'est le plus beau voyage, le voyage le plus extraordinaire. Et Tai nous parlait de l'assise méditative en nous parlant de sa passion envers l'assise méditative. C'est tellement beau comme aventure et je me disais, waouh, oui, c'est vrai.
Et donc j'aime beaucoup partager mon enthousiasme avec vous. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Et donc cette invitation à vraiment nous rencontrer, à nous offrir une rencontre envers nous-mêmes. Comme je l'ai dit, ça peut représenter un grand défi, ça peut nous effrayer. Nous avons besoin d'une carte, d'un guide. Et ce sutra, Anapanasutta, ce discours sur la pleine conscience de la respiration, m'a vraiment accompagné toutes ces années. Et parfois, je l'appelle mon nettoyage intérieur. Et je me dis, oh là là, non, j'aime pas le nettoyage. Mais en réalité, je trouve que c'est très nourrissant. Et il y a une très belle histoire que Thay a rédigée, a écrite, concernant quelqu'un qui cherche, qui essaye vraiment de chercher le bonheur. Il va mendier, chercher, essayer de trouver une façon de vivre, une façon de trouver le bonheur. Et tout le temps, il y avait des joyaux dans ses poches. Et il ne savait pas qu'il y avait ces joyaux, ces bijoux dans ses poches. Et il allait mendier de maison en maison. Et Thay a écrit un très beau poème à ce sujet-là. N'allez pas mendier alors que vous avez ces joyaux dans votre poche. Et pour moi, ce voyage d'exploration, à travers les 16 exercices de la respiration consciente, ont vraiment représenté un voyage de découverte pour moi. Découvrir ces bijoux, ces joyaux l'un après l'autre. Et bien sûr, c'est un entraînement. Et au plus nous pratiquons, au plus nous touchons les fruits de la pratique. Et cela augmente notre foi. Et au plus nous avons confiance, au plus cette foi est là, au plus nous sommes motivés pour continuer le voyage. Et au plus nous pratiquons, et même et surtout quand le désastre est là, c'est important de nous entraîner pour que quand le désastre est là, et cela arrive, que nous ayons cette guidance. Et c'est clair que dans ma vie, il y a eu ces moments-là. Et ce sutra a vraiment été ma sauvegarde. Nous allons écouter un son de la cloche avant de continuer. Donc la méditation, un de nos maîtres dans notre tradition a dit que la méditation, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Une des ailes, c'est l'arrêt, le calme, et l'autre, c'est le regard profond. Et bien sûr, elles intersont. Mais c'est très important le regard profond, tout autant que l'arrêt. Parfois, Thay a été très strict dans le fait que si nous utilisons la méditation comme un lapin qui se tient dans son terrier, qui se cache, alors c'est pas la méditation. C'est peut-être du bypass spirituel, du contournement spirituel. Et bien sûr, nous avons besoin de l'arrêt, du calme pour commencer, de façon à pouvoir permettre aux choses de s'apaiser. Mais la deuxième aile est tout aussi importante, l'investigation, pour voir ce qui se passe, parce que tout change constamment. Je ne suis jamais la même personne. Je ne suis pas celle que j'étais hier. Il est très important de voir qu'à chaque fois que nous nous asseyons, nous ne savons pas qui nous allons rencontrer, parce que tout change. Et donc je vais vous écrire quelques éléments au tableau.
Donc, je suppose que vous connaissez peut-être ce sutra. Ce sera peut-être une révision pour beaucoup d'entre vous. Les 4 premiers exercices des 16 exercices sur la respiration consciente nous aident à revenir à la maison, chez nous, à notre corps, de façon très confortable. L'autre jour, Tai nous parlait de l'assise qui est comme venir s'asseoir face à un feu confortable, chaud, chaleureux. C'est ça, revenir chez nous. Mais peut-être que cette maison à l'intérieur n'est pas toujours un endroit si confortable, douillet. Mais grâce à la pratique, petit à petit, nous pouvons transformer notre lieu intérieur, notre maison intérieure en quelque chose de plus chaleureux, de moins froid et effrayant. Et donc la première étape, c'est je sais que j'inspire et je sais que j'expire. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que si nous arrêtons de respirer, nous sommes morts. Donc juste revenir à notre respiration, c'est vraiment ce qui nous relie entre la mort et la naissance, la vie et la mort. Nous rencontrons cette frontière entre la vie et la mort à chaque respiration. C'est extraordinaire. Et donc c'est aussi notre ancre. Nous revenons à la respiration. Quand la vie, parfois, est difficile ou chaotique, parfois nous avons des hauts, des bas, nous savons que nous avons toujours cette ancre à l'intérieur de nous et nous l'emmenons partout où nous allons. Lorsque nous respirons, nous revenons au moment présent. Nous ne pouvons pas être présents à notre respiration dans le passé ni dans le futur. Et donc, c'est la route directe pour revenir au moment présent. Le deuxième exercice des 16 nous invite à être curieuse. Quelle est la qualité de cette inspiration et de cette expiration? Je pratiquais avec Maïrou tout à l'heure, pendant la cloche, et là, j'ai pu voir que j'étais très nerveuse. Et tout mon appareil respirateur était tendu. Et c'était assez intéressant d'observer cela. Et au lieu de me dire « Oh là là, non, je suis nerveuse », je me suis dit « Oh, je vais être intéressée par ce qui se passe là. Oh, tout mon corps est en train de me dire « Fais attention, tu vas rentrer sur un nouveau territoire, tu vas te présenter devant tout le monde, c'est un défi, donc prends soin. » Et donc j'ai pu remercier mon corps. Ok, merci. Merci de me mettre en alerte de mon système. C'est très aidant. Je peux respirer. Je peux placer ma main sur mon cœur et observer qu'il bat très vite. Merci mon cœur de battre. Je reviens à mon cœur qui bat, à ma respiration. Et si je suis capable de faire une respiration complète, une inspire complète, une expire complète, cela aide mon corps à avoir confiance. Et il y a une réponse physiologique. Quand nous commençons à respirer plus profondément, jusqu'à notre abdomen, tout notre corps se détend. Certains parmi nous ont parfois du mal à revenir à la respiration. Ça peut être un défi. Parfois, la respiration ne se manifeste pas en bas, mais c'est important de respirer jusque dans le nombril, jusqu'à l'abdomen. Peut-être qu'on peut faire l'expérience là maintenant ensemble. On peut placer notre main sur le bas-ventre au niveau du nombril. Et lorsque nous inspirons, nous pouvons sentir que notre main se soulève en nous respirant dans la paume de notre main. Et lorsque nous expirons, nous n'avons rien à faire en fait. La main redescend avec le ventre. À l'inspire, le ventre se soulève. L'air remplit ma main. Expire. Et si j'ai des difficultés avec une respiration, pour faire une respiration plus profonde, je peux me concentrer sur l'expiration. Je peux un petit peu forcer l'expiration pour aller vraiment jusqu'au bout de l'expire. Vraiment sentir, rester dans ce lieu de vide un petit moment.
Et à ce moment-là, mon corps va très naturellement respirer, inspirer plus profondément. Parce que mon corps sait comment inspirer, prendre l'air. Et au cours de prochain exercice, nous pouvons être conscients de notre corps. Comment est mon corps là, maintenant, aujourd'hui? À chaque moment, cela change. Et la pratique de la relaxation totale, je pense que, et j'espère que vous aurez l'occasion de le pratiquer, et je vous souhaite de pouvoir en faire une pratique régulière. C'est une pratique merveilleuse pour rentrer en amitié avec notre corps. Et en pratiquant, nous sommes de plus en plus sensibles à toutes les sensations présentes dans notre corps. Et c'est vraiment important parce que la méditation se produit dans notre corps, pas dans notre esprit. Et j'étais très intéressée de lire très récemment que les recherches montrent qu'au plus nous sommes conscientes et conscients des sensations dans notre corps, de ce qui se produit dans notre corps, parce que nous avons vraiment cette sensibilité, alors c'est d'autant plus facile de couper les histoires qui se produisent dans notre esprit sans arrêt et qui tendent de nous éloigner et de nous emmener vers une humeur maussade. On voit, d'après les recherches, que les personnes qui ont tendance à déprimer ont du mal à retourner vers leur corps. Et donc c'est vraiment important de savoir que si nous avons tendance à aller dans ces zones sombres, il est bon de revenir aux sensations de notre corps pour être vraiment curieux, développer ce sens de curiosité. Ainsi, nous entraînons notre esprit à sortir, à nous éloigner de ces zones sombres et pour pouvoir aller dans des expériences positives. Et les scientifiques apportent cela et donc dans le 4e exercice, comme nous sommes revenus à notre corps, peut-être qu'on s'aperçoit que c'est pas du tout comme on voudrait qu'il soit. Peut-être qu'on voudrait qu'il soit beaucoup plus détendu. Nous voudrions être là, sans aucune souffrance, douleur. Mais c'est peut-être pas le cas. Il y a des tensions, des douleurs, des zones qui font mal. C'est parfois difficile de rester en assise. Et donc, nous nous asseyons avec cela, en acceptant cela. Nous respirons dans toutes ces zones du corps où il y a de l'intensité, de la douleur. J'inspire, j'ai conscience des tensions dans mon corps. C'est ok, je sais que vous êtes là. J'expire, je souris à ces tensions. Et j'invite toutes les tensions à s'adoucir, à s'ouvrir. Et nous savons qu'avec la pratique, alors que nous mettons cette lumière de la pleine conscience dans des zones de douleur et de tension dans le corps, alors le miracle de la pleine conscience peut déjà se produire. Parce qu'il y a quelque chose qui va se produire. Peut-être que ça ne va pas éliminer les tensions, mais cela va changer quelque chose. Et ce qui est important dans notre pratique, c'est que nous ne pratiquons pas pour que les tensions et les douleurs disparaissent. Si nous faisons cela, si nous faisons cela, alors la résistance va persister. Ce à quoi nous résistons va persister. Donc c'est important de rentrer en conversation intime avec notre corps, juste rentrer en amitié avec notre corps, lui apporter de l'énergie de bonté aimante, comme une maman avec son bébé. Apporter ce sens d'amour, d'accompagnement. Si nous apportons ce type d'énergie à notre corps, quelque chose va changer. Et donc nous allons écouter un son de la cloche et nous allons revenir peut-être à notre visage en écoutant le son de la cloche, juste observer par exemple nos yeux. Est-ce qu'il y a des tensions dans mes yeux? Peut-être ma bouche, mes lèvres,
la langue. Est-ce que la langue est détendue dans la bouche? Juste observer le visage. Est-ce qu'il y a des tensions dans mon visage en écoutant le son de la cloche? Et donc, avec les troisième et quatrième exercices des 16, pendant l'assise méditative, nous pouvons pratiquer la relaxation totale, qu'il s'agisse de commencer du sommet du crâne vers les pieds ou des pieds vers la tête. Nous pouvons vraiment mettre beaucoup de curiosité et l'énergie de bonté aimante vers chaque partie de notre corps. Observer quelles sont les sensations qui sont là. Je ne pense pas à mon corps. Peut-être qu'on va observer qu'il y a du jugement par rapport à des parties qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peut-être des inquiétudes, des peurs. On va prendre connaissance de tout ça, on va dire ok, pas maintenant. Et nous revenons aux sensations, juste à l'expérience incarnée dans notre corps, dans le moment présent. Et nous allons maintenant aborder la deuxième partie, c'est-à-dire les 4 exercices suivants qui sont en lien avec les sensations. Inviter la joie, inviter le bonheur, conscience des sensations douloureuses et calmer les sensations douloureuses. Et donc, en ce qui me concerne, c'est déjà là, à cette étape, une pratique très radicale. Parce que nous allons commencer à regarder nos sensations. Et nous n'allons pas commencer par notre souffrance, mais nous allons commencer par notre joie. Et ça, c'est déjà extraordinaire, parce que nous savons que notre cerveau est paramétré pour regarder tout ce qui ne va pas. Toutes les choses qu'on a envie d'améliorer, de changer. Et au lieu donc d'aller dans cette direction habituelle, c'est très contre-intuitif, c'est un très bel entraînement. Nous sommes au contraire appelés à inviter une sensation de joie. Et ça, c'est important, surtout si nous sommes dans des difficultés, dans des moments difficiles. On va commencer à penser à toutes les choses pour lesquelles nous pouvons éprouver de la gratitude dans notre vie. Cela demande de la créativité, surtout si nous sommes dans des espaces sombres de notre vie. Et c'est important de nous entraîner, c'est pour ça qu'il est important de s'entraîner. C'est important, c'est une bonne idée. Peut-être que si vous avez une assise méditative chez vous, vous pouvez avoir un morceau de papier à côté de vous et écrire toutes les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude dans votre vie. Et le simple fait déjà d'être capable de respirer, ça peut nous donner un sentiment de joie. Ok, si je n'ai pas le nez bouché, c'est super, c'est une joie. L'air ici n'est pas pollué, nous ne vivons pas dans une ville. Peut-être que nous sommes dans une ville, dans un endroit où il n'y a pas de pollution. Peut-être le fait aussi que notre corps est en bonne santé suffisante pour être ici, en retraite. Le fait qu'il y a ici beaucoup d'arbres, qu'il y a la nature, tellement de bonnes conditions qui nous permettent d'éprouver de la joie. Mais ce qui est surtout très important, c'est que ces conditions sont là. Mais sommes-nous là pour ces conditions? Est-ce que nous prenons conscience de tout ce qu'il y a de beau? Est-ce que nous nous arrêtons pour la lune? Ou bien est-ce que nous arrêtons en disant « Ok, oui, elle est belle la lune » et puis nous continuons? Non. Ma pratique, c'est qu'à chaque fois que je vois quelque chose de très beau, et il y a beaucoup de choses autour du village des Pruniers qui sont belles, c'est de s'arrêter
Respirez 3 fois et laissez cette beauté pénétrer au lieu d'être entouré de, comme si nous avions un peu un plastique imperméable. Non, nous pouvons vraiment absorber, être vraiment présents pour ce qui est là. Parce que si nous ne sommes pas présents pour la Lune, alors la Lune n'est pas présente pour nous. Et donc, peut-être que la prochaine fois que vous vous levez tôt et que vous voyez la Lune, les étoiles, vous pouvez vous arrêter et vraiment regarder. Alors, si vous regardez la Lune, vous pouvez vous dire « Mais le Bouddha a aussi contemplé cette même Lune, donc je respire avec le Bouddha. C'est complètement extraordinaire, je peux laisser cet espace pour revenir à ma respiration. Laisser cet espace au miracle, aux merveilles, pour qu'elles pénètrent mon corps. Créer l'espace pour que ces merveilles pénètrent mon corps. Il y a une autre pratique que nous pouvons faire pour être consciente et conscient des sensations de joie, c'est que nous pouvons respirer, être curieuse et curieux des sensations que cela apporte à mon corps. Quelles sont les sensations dans mon corps quand je souris? Et personnellement, moi j'observe souvent que c'est mes yeux qui commencent à pétiller un peu, ou quelque chose qui se relaxe. C'est intéressant d'observer les sensations physiques liées au sourire. Et puis l'étape suivante, c'est nous pouvons inviter tout notre corps à respirer. Que se passe-t-il si tout mon corps respire? Que se passe-t-il au niveau des sensations dans mon corps? Personnellement, souvent dans ces moments-là, mon diaphragme se détend. Il y a de la détente au niveau de mes épaules, je me sens beaucoup plus légère. Quand il y a ces sensations d'un corps qui respire. Et ensuite, pour l'exercice suivant, nous invitons le bonheur. Et bien sûr, la question c'est, mais quelle est la différence entre la joie et le bonheur? Alors, la définition classique dans le bouddhisme, c'est que c'est cette histoire d'un homme très assoiffé dans le désert qui a vraiment besoin de boire quelque chose. Et cet homme ou cette femme voit un moment une oasis. Et ce n'est pas un mirage, c'est une véritable oasis. Et directement, cette personne se dit « Ah, je vais pouvoir boire » et cela lui apporte beaucoup de joie. Bientôt, je vais pouvoir boire. Et c'est de l'anticipation, une sorte d'excitation. Et en arrivant à l'oasis et en buvant vraiment cette eau et en sentant cette sensation de soulagement, alors ça, c'est le bonheur. Une sensation profonde de contentement. Et donc c'est une sensation plus paisible que la joie. Et donc si nous invitons le bonheur, alors nous pouvons, pour inviter le bonheur, nous pouvons nous entraîner. Et Tai nous invite à rédiger une liste de toutes les conditions de bonheur que nous avons dans notre vie. Et nous pouvons nous dire, ok, je vais en trouver quelques-unes, mais 4 ou 5 peut-être. Mais au plus nous écrivons, au plus nous aurons besoin de feuilles parce que nous n'arriverons pas à nous arrêter. Il y a tant de conditions de bonheur. Et l'un des plus grands obstacles à notre bonheur, c'est notre idée de ce qui est nécessaire pour notre bonheur. Ok, pour avoir du bonheur, j'ai besoin de cet équipement pour pouvoir méditer, ou de ce livre, ou j'ai besoin d'être en présence de cette personne, de vivre à tel endroit. Mais peut-être que tout cela, ce sont juste des idées. Et ça, ce sont probablement nos obstacles au bonheur. Alors que le bonheur peut être disponible ici, maintenant. Et comme il est dit dans nos entraînements à la pleine conscience, le bonheur est une attitude mentale plus que des conditions extérieures. Je pense qu'un jour, durant notre journée monastique, nous avons fait des très chouettes jeux. Nous avons été en petits groupes et nous avons répondu à des questions. Et l'une de ces questions, c'était quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise dans ta vie? L'une des leçons les plus importantes de ta vie. Et on pouvait en citer 2. Et personnellement, moi, ce qui m'est apparu, c'est que une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, c'est que le bonheur est quelque chose que je peux cultiver.
Je pensais qu'il y avait des personnes heureuses, des personnes chanceuses, et puis qu'il y avait de l'autre côté des personnes moins chanceuses et moins heureuses. Et que c'était comme ça. Mais j'ai appris que nous sommes tous responsables de notre propre bonheur. Et ça nous donne vraiment du pouvoir. Ça nous donne la possibilité de pratiquer, de cultiver le bonheur et la joie. C'est dans notre propre main, c'est dans nos mains. Nous pouvons ouvrir nos yeux et apprécier toutes les conditions que nous avons, qui sont bien suffisantes pour être heureuses et heureux. Et je voulais aussi mentionner le fait que j'étais très intéressée par les recherches concernant le bonheur. Et il y a beaucoup de recherches sur ce sujet. Cela fait des années qu'il y a beaucoup de recherches. Et on observe le fonctionnement de notre cerveau et tout ce qui ne fonctionne pas. Mais je pense que depuis une trentaine d'années, il y a beaucoup de recherches sur quels sont les facteurs qui créent le bien-être. Qu'est-ce qui fait que l'on peut se sentir bien et heureuse? Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet. Et une des recherches observe vraiment... Enfin, il y a beaucoup d'études cliniques et qui ont montré qu'il y a 5 ou 6 éléments essentiels qui peuvent créer le bonheur, les conditions de bonheur. Et donc, je vais utiliser maintenant, moi, ces critères-là comme liste. Si je ne suis pas très bien, j'observe cette liste des différents éléments et je dis, comment je m'en sors avec ces différents éléments? Le premier élément de bonheur, c'est la communauté. Et nous avons de la chance, nous pratiquons en communauté, nous ne sommes pas seuls. Et donc, observons, ok, est-ce que j'ai cultivé cet esprit de communauté ou est-ce que je suis restée trop longtemps seule, isolée? Peut-être que je dois retourner à la Sangha. Le deuxième élément, c'est prendre soin de notre corps. Nous savons à quel point il est important de faire de l'exercice avec notre corps. Il y a beaucoup de recherches qui montrent la connexion entre le manque d'exercice et la dépression. Et donc, il est vraiment important de sortir, de bouger. Et il y a longtemps, j'ai appris quelque chose qui est très motivant. C'est que il ne faut pas attendre d'être d'humeur à sortir et faire de l'exercice parce qu'on pourrait attendre longtemps. Mais juste si je sors faire cette marche ou si je vais juste sur mon matelas de yoga, ça va déjà changer mon humeur. Donc, il est important de juste commencer. Et quand nous nous exerçons, quand nous faisons de l'exercice physique, bien sûr, cela va sécréter des hormones de bien-être et cela va changer notre humeur. Le bonheur sera beaucoup plus accessible. Personnellement, chaque matin, je fais une petite marche, je fais du yoga et je m'arrête et je respire 3 fois. Je reviens à mon corps et je permets à toutes ces sensations agréables de bien-être à vraiment rentrer dans mon corps. Et je dis, je sens mon corps tellement détendu, c'est bien, bravo, Sartamoy, je me félicite et je permets à toutes ces sensations agréables de pénétrer vraiment mon corps. Et ça, c'est ce qui va alimenter ma motivation à continuer encore le jour suivant. Donc nous allons écouter un son de la cloche. Ensuite, le troisième exercice de cette série-là, la troisième découverte de ces recherches, c'est que les scientifiques se sont rendus compte qu'il y a
qu'il est très important de prendre conscience d'eux pour développer le bonheur. C'est un peu comme la pleine conscience. Vraiment revenir au corps, prendre conscience de toutes les sensations qui sont en moi après avoir fait de l'exercice physique, ou toutes ces sensations agréables d'être en communauté, ou m'éveiller à « Ah, mais je me sens tellement soutenue ». Juste prendre conscience, observer ces conditions qui sont présentes. Parce que si nous ne prenons pas conscience de tout ça, elles traversent simplement sans qu'on en prenne conscience, sans que nous nous en soyons nourris. Et un autre élément de bonheur, c'est étudier, apprendre. L'autre jour, Tai nous a dit que c'est que Confucius nous a parlé de la façon de trouver le bonheur et que un des éléments importants, un des premiers, c'est d'apprendre et de mettre en pratique. C'est une grande source de bonheur. Et donc, continuer à apprendre le Dharma toute notre vie est une source de bonheur. Et alors, un autre élément de bonheur, c'est offrir. Offrons-nous notre présence aux autres autour de nous. Pouvons-nous être là pour les autres personnes de la communauté? Nous avons beaucoup de chance, nous sommes très heureux et heureux d'être en retraite, de recevoir beaucoup, mais nous offrons aussi, nous offrons notre présence quand nous allons dans la salle de méditation, en méditation, nous offrons notre présence aux personnes autour de nous. Et donc les recherches ont aussi montré, et je pense que vous le savez, c'est que quand quelqu'un offre une certaine somme d'argent, ils sont un peu heureux, mais s'ils ont cette somme, s'ils ont une somme d'argent, ils sont heureux, mais s'ils ont une somme d'argent suffisante pour offrir aux autres, ils sont encore plus heureux. En fait, le fait d'offrir et de partager est un grand élément de nourriture. Un autre élément de bonheur si important dans notre communauté, c'est d'être aligné avec nos valeurs. Par exemple, être sur ce chemin spirituel avec les 5 entraînements à la pleine conscience nous donne cette réassurance que nous avons ce chemin. Si nous nous perdons, nous savons que nous pouvons revenir vers le chemin. Et donc ce sont tous des éléments de bonheur sur lesquels nous pouvons contempler, que nous pouvons contempler et qui nous permettent de développer cette sensation de bonheur. Le 7e exercice de respiration nous invite à être consciente et conscient des sensations douloureuses qui sont présentes. C'est là que nous arrivons à la 2e aile de la méditation, le regard profond. Et bien sûr, ces 2 ailes intersont. Parce que si nous pouvons nous asseoir avec les sensations du corps, nous rentrons déjà en contact avec les mémoires du corps, qui sont des choses avec lesquelles nous pouvons vraiment pratiquer le regard profond. Nous pouvons rentrer en conversation avec les sensations de notre corps. Et donc les 2 ailes intersont complètement entre le regard profond et le calme, l'arrêt. Il est bien sûr impossible de regarder, de contempler profondément en nous-mêmes si nous sommes tendus, contractés. Et donc la première partie de la pratique est avant tout la détente, la relaxation. Donc la 7e étape, c'est conscience des sensations douloureuses. Si nous, dans les textes, dans le sutra, il est dit que nous sommes conscientes et conscients des formations mentales. C'est un terme que nous n'utilisons pas beaucoup dans nos conversations quotidiennes. Une formation, c'est quand les choses se rassemblent pour produire quelque chose. Et donc la vie se déroule, il y a différentes conditions qui s'assemblent pour former une formation. Et dans notre tradition, nous parlons de 51 formations mentales. Et Tai pouvait les réciter toutes par cœur. Et parmi elles, il y a, bien sûr, il y a des formations bénéfiques et des moins bénéfiques, et puis il y a des neutres. Beaucoup d'états d'esprit.
Et donc, par exemple, une de ces formations peut être la colère, peut être la dépression, ça peut être la tristesse, ça peut être le désespoir, la jalousie. Mais nous avons aussi parmi ces formations la joie, le bonheur que nous avons déjà invité par ces exercices, le contentement, le cœur ouvert. Il y a beaucoup de choses. Mais ici, nous allons vraiment d'abord observer ce qui est douloureux. Nous allons observer attentivement ce qui est douloureux pour nous. Et ma façon de faire, c'est que je vais regarder, voir. Avant tout, donc d'abord, je dois voir, ok, qu'est-ce qui est présent? Quelles sont les sensations douloureuses là maintenant? Si par exemple il s'agit de colère, alors la façon de faire, c'est de voir, ok, où est-ce que ça se manifeste dans mon corps? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer à penser à l'histoire. Il faut couper l'histoire. Il m'a dit ça, elle m'a dit ça, moi j'aurais dû faire ça, mais pourquoi il y a eu ça? Non, tout ça, ça peut se poursuivre à tout jamais. Et cela va nous épuiser et baisser notre humeur. Ce que nous devons faire, c'est reconnaître l'état d'esprit qui est là. Ok, où est-ce que je sens cela dans mon corps? Où est-ce que ça se manifeste? Et je vais dessiner un modèle au tableau que je trouve très utile. Vous savez ce que c'est? C'est supposé être un sablier. Et donc, au-dessus, au sommet de ce sablier, nous commençons là, et c'est là que nous observons les informations. Nous sommes à l'étape de reconnaissance. Nous avons reconnu, nous avons nommé les sensations qui sont présentes, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou d'autres. Et alors nous nous posons 3 questions. Quoi? Qu'est-ce que je suis en train de sentir? Où est-ce que je sens cela? Comment? Comment est-ce que ça se manifeste? Et donc c'est large là, cette zone-là, elle est large parce que nous allons observer, nous allons chercher avec curiosité sans essayer de changer quoi que ce soit, juste accepter que c'est là. Nous voulons savoir, ok, si je me sens en colère, qu'est-ce que je sens? Je sens l'intensité dans ma poitrine ou dans mon front. Ça c'est le quoi. Et puis le où, ça se manifeste où? C'est dans mon front, pas dans mon... peut-être que c'est dans mon estomac aussi. Comment est-ce que je sens? Quelles sont les manifestations? Est-ce que c'est contracté? Est-ce que ça pulse? Est-ce que ça va et vient? Est-ce que ça reste comme le poids d'une pierre? Nous sommes à cette étape avec beaucoup de curiosité. Et cela va de pair avec embrasser, accueillir. Embrasser la sensation. Cela veut dire ne pas se perdre dans l'histoire, mais plutôt être dans la curiosité des sensations. Comment est-ce que ça se manifeste dans mon corps? Tai parle de l'attitude de la maman qui prend son bébé dans les bras parce qu'il est en pleurs. C'est exactement la même chose. Nous avons notre colère et nous pouvons parler à notre colère. Coucou ma colère, je sais que tu es là. Coucou ma tristesse, nous la prenons dans les bras, nous en prenons soin. Et avec beaucoup de curiosité, le papa, la maman va observer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bébé pleure? Où est le problème? Comment est-ce que cela affecte le bébé? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc nous avons cette énergie de pleine conscience, d'attention, de bonté aimante à apporter à la situation quelle qu'elle soit.
Et une fois que nous avons embrassé la situation comme cela, en l'acceptant, sans essayer de la changer, sans essayer de la repousser, bien sûr, il y a une partie de nous qui dit « Oh, j'ai pas envie de sentir ça ». Non. Si nous sommes dans la résistance, alors ça persiste. Ça va se renforcer. Donc nous devons être dans cette invitation large, à inviter, à accepter ce qui est là. Alors la détente peut être là. Et quand nous sommes vraiment rentrés en intimité avec ce qui est présent, alors nous pouvons revenir à notre respiration. Et là, nous pouvons au moins rester avec 3 respirations. Le B, c'est respiration. Nous revenons au niveau du ventre. Nous revenons à notre respiration. Nous pouvons même nous parler à nous-mêmes. C'est ok, c'est ok. Je reviens à ma respiration. Si l'histoire continue à revenir, je coupe et je reste avec ma respiration. Et puis quand nous redescendons à nouveau, nous pouvons commencer à respirer dans le corps. Et surtout dans les zones du corps où s'exprime la colère, la tristesse ou les difficultés. Nous respirons dans ces zones du corps. Cela permet de les assouplir et nous permettre aux sensations d'être là. Nous acceptons. Permettre, accepter. Et c'est là que la zone s'élargit à nouveau parce que nous pouvons respirer dans tout le corps. Et avant le son de la cloche, peut-être qu'on peut pratiquer ensemble. Revenir à notre corps, peut-être que nous pouvons fermer les yeux, revenir à notre respiration et juste observer le corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est inconfortable dans le corps? Je reviens au corps avec curiosité. Que puis-je sentir dans mon corps, ici, maintenant? Où est-ce que cela se manifeste? Quelles sont les sensations? Juste embrasser. C'est ok, je suis là pour toi. C'est ok. Je reviens à ma respiration. Je respire dans tout mon corps, j'assouplis. Je prends soin, je soulage tout mon corps en écoutant un son de la cloche. Et bien sûr, ici, peut-être que nous sommes en train de prendre soin de sensations physiques, d'un léger inconfort. Mais si nous sommes avec des sensations d'inconfort, de douleur, et qu'on pratique de cette façon-là, nous pouvons entrer en conversation avec nos sensations douloureuses. On leur permet d'être là. On peut même leur dire « Tu peux rester là autant que tu en as besoin ». Et ça, c'est très aidant, c'est une pratique très aidante, parce que cela peut vraiment révéler nos envies habituelles de les chasser et qu'elles s'en aillent. Mais si on est capable de leur dire
C'est ok, cette sensation dans mon estomac, dans ma poitrine, c'est juste la manifestation de colère ou de tristesse ou d'autre chose. C'est ok, tu peux rester là. Je suis là pour vous. Nous ne nous sentons pas identifiés à notre colère, à notre tristesse. Nous ne devenons pas notre colère. Nous sommes bien plus larges, bien plus grands que notre colère ou notre tristesse. Nous incarnons cette personne qui prend soin, ce parent que nous n'avons peut-être pas eu la chance d'avoir. Et c'est l'occasion de développer ce parent intérieur qui prend soin et qui sera toujours là pour nous. Et c'est un entraînement qui va vraiment prendre soin des blessures à l'intérieur. Et une très bonne question que nous pouvons nous poser, c'est quand nous sommes en présence de cette sensation dans le corps, cette question c'est: quand me suis-je déjà senti comme cela, au préalable, auparavant? Et peut-être qu'une réponse va émerger, peut-être que ça va venir de notre petite enfance, un sentiment d'abandon peut-être, de solitude, de colère, un moment où peut-être nous étions très en colère mais que nous n'avions pas la possibilité de montrer, d'exprimer cette colère et que c'est resté dans notre corps. Et ça va se montrer encore et encore, surtout quand il y a un certain bouton qui va être appuyé. Et en pratiquant comme cela, en restant en présence de la sensation, ça va aider. Peut-être que quand nous étions enfants, notre parents ne pouvaient pas être là pour nous. Mais comme nous pratiquons en tant qu'adultes, aujourd'hui, en tant que pratiquants adultes, nous sommes capables d'être avec nous-mêmes maintenant, alors nous sommes en mesure de guérir cette blessure. Et nous pouvons inviter notre enfant intérieur à s'asseoir avec nous, à lui donner une étreinte, à lui offrir une étreinte. Et cela va guérir notre enfant qui est blessé à l'intérieur. Ensuite, la 8e pratique, le 8e exercice des 16, comme nous l'avons décrit, c'est embrasser. Et maintenant, nous allons en venir au 3e groupe des 4 exercices parmi les 16. Et nous en resterons là. Il y aura encore un 4e bloc, mais nous ne le verrons pas aujourd'hui. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié. Oui, il y a quelque chose que j'avais envie de mentionner. Si nous pratiquons de cette façon-là, cela demande beaucoup de motivation. Sans rencontre de rentrer difficile. Pour moi, ça rentrer, j'ai juste envie de tous s'asseoir. Et rencontrer vraiment, être en intimité avec cette chose terrifiante qui se produit, cette douleur si profonde. Dans ma vie, j'ai connu une séparation très très douloureuse. Cette pratique des 16 exercices a été vraiment ma ligne de vie essentielle. Chaque matin, ce que je faisais chaque matin avant de m'asseoir avec ces exercices, c'était effectivement devenu ma pratique essentielle pour pouvoir me guider dans cette tempête émotionnelle que je vivais. Mais avant de commencer, pour être vraiment sûre d'être prête, je lisais un poème. Et beaucoup d'entre vous connaissez ce poème, et donc je voudrais vous le lire. C'est un poème de Rumi, un mystique du XVIe siècle. L'être humain est un lieu d'accueil. Chaque matin, un nouvel arrivant. Une joie, une déprime, une bassesse,
Une prise de conscience momentanée arrive, tel un visiteur inattendu. Accueille-les, divertis-les tous, même s'il s'agit d'une foule de regrets qui d'un seul coup balaie toute ta maison et la vie de tous ses biens. Chaque hôte, quel qu'il soit, traite-le avec respect. Peut-être te prépare-t-il à de nouveaux ravissements? Les noires pensées, la honte, la malveillance. Rencontre-les à la porte en riant et invite-les à entrer. Sois reconnaissant, reconnaissante envers celui, celle qui arrive, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, car chacun est envoyé comme un guide de l'au-delà. Et donc, dans ces moments de ténèbres, ce poème est extraordinaire parce qu'il nous rappelle d'accueillir tout ce qui arrive à notre porte. Non seulement les accueillir, mais aussi les rencontrer à la porte en riant. Est-ce que nous pouvons rire alors que nous faisons entrer tout ce qui est là pour nous, tout ce qui se présente à nous? Et nous allons en venir maintenant donc à la troisième section des 16 exercices et où le Bouddha parlait de notre esprit. Conscient de l'esprit, réjouir l'esprit, concentrer l'esprit et libérer l'esprit. Et donc le 9e exercice consiste à j'inspire, j'ai conscience de mon esprit, j'expire, j'ai conscience de mon esprit. Et ceci en fait me rappelle, je voulais juste dire que sur le diagramme, là il y a toujours les 3 questions. Quoi, comment et où. Il n'y a pas la question pourquoi. Donc il ne faut surtout pas aller dans cette question-là. Donc, être consciente de notre esprit. Et encore une fois, là non plus, nous n'allons pas aller dans le pourquoi.
pourquoi nous n'allons pas aller dans les histoires. Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire en termes de conscience de l'esprit, c'est que j'imagine qu'il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de façons de visualiser cela. Vous pouvez imaginer votre esprit comme un ciel bleu, et vous regardez ce ciel bleu, et ce que nous faisons, c'est que nous allons regarder nos pensées. Souvent, nous sommes tourmentés par beaucoup de pensées, mais là, on va justement porter notre attention sur les pensées. On dit, ok, je suis prête pour toi. On s'assied, on regarde ce ciel bleu, clair, et nous attendons les pensées. Donc on peut imaginer une pensée comme un petit nuage qui arrive. Oh, salut, pensée, au revoir. Et nous la laissons traverser le ciel et disparaître. Puis nous revenons à ce ciel bleu. Une autre façon de faire, c'est imaginer qu'on est le long d'une rivière. Un des membres de mon groupe disait que ça marchait bien pour elle. S'asseoir le long de la berge et regarder les pensées passer dans la rivière. Ok, ça coule avec la rivière. Et puis on attend la suivante. Et juste s'asseoir et regarder, sans s'attacher à une quelconque histoire. Il y a souvent une incompréhension par rapport à la méditation. C'est comme si on allait arrêter nos pensées, mais c'est pas possible. Ce que nous faisons en réalité, c'est que les pensées continuent à passer, mais nous ne nous attachons pas à elles. Nous nous perdons pas dans l'histoire. Je m'intéresse beaucoup aux neurosciences. Et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites récemment au sujet du réseau par défaut, un peu comment fonctionne notre esprit par défaut. Et les scientifiques ont observé que quand nous ne pensons pas à grand-chose, nous sommes là en train de rêver, rêvasser un petit peu, nous ne sommes pas concentrés sur quoi que ce soit, on peut penser que notre esprit se repose, mais en réalité, non. À ce moment-là, notre cerveau est très, très actif quand il est dans ce mode par défaut. Que se passe-t-il quand nous ne sommes pas vraiment concentrés sur quoi que ce soit? Il y a une partie de notre cerveau qui est très, très active. Et ce sont tous ces aspects concentrés sur l'avenir. C'est toute cette partie du cerveau qui est très douée dans la planification sur l'avenir, un peu comme moi. Penser, ou bien tourner vers le passé. Pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? L'attachement au passé. Donc ça, c'est une partie du cerveau qui est très active, tournée vers le futur et l'avenir et le passé. Et une autre zone, c'est moi. Et moi. Et comment moi je suis en relation avec ma communauté, ma tribu. Parce que bien sûr, c'est très important pour notre survie. Nous avons besoin de rester au sein de la tribu et pas être complètement rejetés. On ne pourrait pas survivre sans le groupe. Donc on est vraiment très absorbé sur nous, moi. Penser à moi en tant que séparé. Et puis une autre zone du cerveau qui est très active, c'est l'hypervigilance. Voir tout ce qui va mal. Voir où est le danger. À quoi dois-je faire attention? Mais donc tout ça garde notre esprit très 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 actif. Et ce qui est dommage par rapport à cela, c'est que quand nous sommes pris dans cette zone du cerveau, que ce soit en rêvassant, notre humeur descend de plus en plus, s'assombrit de plus en plus. Et ça, c'est très lié avec cette humeur qui descend. Mais de l'autre côté, d'autre part, si nous concentrons notre esprit, et je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience, si nous nous concentrons sur de la tapisserie, ou sur la créativité, ou sur de la peinture, en train de peindre, ou bien en train de concentrer notre esprit sur notre corps, quand nous sommes vraiment concentrés, centrés, notre humeur se relève. Cela ramène de la positivité. Notre état d'esprit est meilleur. Et cela donc nous amène
à la 10e étape de ces exercices. Réjouir l'esprit. Si je peux m'asseoir et me concentrer, juste observer les pensées passées et les laisser aller, alors petit à petit, je peux voir que la pensée émerge, je m'y intéresse pas, alors elle redescend. Et petit à petit, ce ciel bleu va être de plus en plus clair. Et donc nous pouvons alors commencer à observer le type de schéma, les types de schémas de pensée qui sont les plus fréquents. Et c'est là que nous commençons à comprendre le fonctionnement de notre esprit. Et cela peut être aussi notre cloche de pleine conscience personnelle. Sœur Gina, l'autre jour, parlait de la façon dont elle pratique avec la cloche. Quand une cloche est invitée, elle s'arrête, elle revient à elle-même et elle se questionne. Est-ce que mon esprit était dans le passé ou est-ce qu'il était dans le futur? Et on peut vraiment observer et voir, tiens, qu'est-ce qui est en train d'attirer mon esprit? Par quoi mon esprit se laisse-t-il attirer? Donc la 10e étape, réjouir l'esprit. Si je m'assieds avec cette image de ciel bleu, d'eau qui coule devant moi, alors je peux avoir une sensation de confort. Je n'ai rien à faire, nulle part où aller, et je peux juste être assise là. Peut-être que nos parents n'ont jamais eu cette occasion-là, ou nos ancêtres, ils étaient tellement occupés pour essayer de survivre, pour nouer les deux bouts à la fin du mois, traverser tant de difficultés. Mais moi, j'ai toute la chance là d'être assise et savourer. Donc je peux juste m'asseoir et savourer le fait d'être là, au lieu de faire. Comme Thay le disait, il nous disait souvent, ne fais pas juste quelque chose, assieds-toi. Ne te contente pas de faire quelque chose, sois là, assieds-toi. C'est la joie de l'assise, rien à faire, nulle part où aller. Et de cette façon-là, nous guérissons beaucoup de schémas de nos ancêtres, beaucoup de leurs souffrances. Juste en cultivant la paix, l'amour et la compréhension en nous-mêmes. Si nous, sans doute nous tous, si nous avons l'habitude d'avoir beaucoup de pensées, c'est pas juste une qui passe et qui part. Non, il y en a plein, c'est plein de pensées en continu. Alors, dans ce cas-là, il y a un très bel exercice que j'aime beaucoup faire et que je trouve très aidant. Je m'imagine assise derrière une chute d'eau, une cascade d'eau, assise dans un espace très moussu, près d'une petite grotte, et face à moi, il y a une énorme chute d'eau, un torrent. Et ça, j'imagine que c'est toutes mes pensées qui tombent. Et je peux juste être assise là, et savourer, être en paix, avoir ce silence intérieur à regarder simplement toutes ces pensées qui coulent. Et c'est une façon de ne pas m'attacher, de ne pas se laisser attacher par nos pensées. Dans ces moments où nous sommes vraiment très occupés, on peut accepter cette agitation et laisser le calme s'installer. Et donc, la 11e étape des 16 consiste à concentrer l'esprit. Et à ce stade de l'exercice, je reviens intimement dans mon corps, dans ma respiration. Je prends conscience de ma respiration qui probablement d'ici, entre-temps, s'est apaisée, s'est approfondie. Et on peut sentir vraiment qu'on a cultivé un grand calme dans le corps. Avec l'inspire et l'expire, nous pouvons sentir un grand espace, un peu comme quand nous voyons la pleine lune, il y a un grand espace à l'intérieur de nous. Et cela laisse la place à observer tout ce qui est merveilleux. Et la question c'est, mais qui est en train de s'asseoir ici? Qui est assis? Qui respire? Et on peut voir, ok, je suis en fait constituée de plein d'éléments, non moi.
qui me constituent. Assise ici, je sais que 50% viennent de ma mère, 50% de mon père. Je suis assise ici, avec mon père, avec ma mère, avec tous mes ancêtres, en train de respirer pour eux. Nous ne sommes pas en train de pratiquer uniquement pour nous-mêmes, nous pratiquons pour tous nos ancêtres. Nous pouvons amener notre esprit au tout petit, l'infiniment petit. Savoir que toutes les cellules de notre corps respirent ensemble. Et au sein de chaque cellule, il y a ces tout petits êtres qui sont des mitochondries, qui sont essentiels au fonctionnement de chacune de nos cellules, pour oxygéner nos cellules, pour les nettoyer. Ils n'ont pas le même ADN que nous. Apparemment, ils sont arrivés dans nos cellules il y a des millions d'années. Il y a plus de ces mitochondries que de cellules. Alors, qui est moi que de cellules qui sont de moi vraiment? C'est qui moi? Est-ce que c'est les mitochondries? Est-ce qu'elles sont avec moi ou est-ce que c'est moi qui suis avec? Nous sommes complètement poreux. Qui est moi? Lorsque j'inspire l'oxygène des arbres et que j'expire du dioxyde de carbone récupéré par les arbres, et tout ce vert autour, où est mon début, où est ma fin? Nous savons que nous pouvons sentir l'atmosphère quand nous entrons dans une salle ou dans la salle de méditation, par exemple. Nous pouvons sentir une atmosphère de paix. Nous sommes poreux, poreuses. Et donc, si nous concentrons notre esprit avec cette question, mais c'est qui est ici, là? C'est qui, moi, en train d'être assise et respirer? Nous pouvons regarder l'infiniment petit, mais nous pouvons regarder aussi l'infiniment énorme. Nous faisons partie de cette énorme planète Terre, Gaïa. Nous en faisons partie. Nous respirons avec toute la Terre respire avec nous. Et donc, où est-ce que je commence? Où est-ce que je finis? Nous intersommes complètement avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et la 12e étape des exercices que je voulais examiner avec vous aujourd'hui, c'est libérer notre esprit pour parvenir à cette liberté en lien avec ce jour de l'indépendance dont je vous parlais au début de l'enseignement. Donc libérer notre esprit, ça peut sembler un objectif très très grand à atteindre. Mais en fait, nous pouvons avoir de très nombreuses petites libérations, de très petits moments de liberté qui s'ajoutent l'un à l'autre pour constituer une plus grande liberté. Lorsque nous sommes en assise, en parcourant ces différents exercices, c'est quand même comme une très belle analogie que vous connaissez probablement, comme le verre de jus de fruits qui a été agité, et puis si nous le laissons tranquille, toute la pulpe du fruit peut se déposer au fond, et le jus peut alors être limpide et clair, et devenir complètement transparent. C'est la même chose avec notre esprit. Nous commençons par cultiver vraiment toutes les conditions pour avoir un esprit plus clair. Si nous cultivons ces conditions, cela favorise vraiment notre cerveau droit. Notre cerveau droit qui est plus actif. Quand nous invitons l'intuition à se présenter, nous ne contrôlons plus tout en quête de solution, de résolution, mais nous ouvrons notre esprit. Et alors, le cerveau droit est beaucoup plus actif quand nous pouvons rentrer en contact avec l'intuition, la communication avec notre conscience du tréfonds et toutes les expériences que nous avons connues dans notre vie et aussi toutes les expériences de tout le cosmos. Tout cela est en connexion. Nous rentrons en connexion avec tout cela. Tout cela est disponible pour nous dans notre conscience du tréfonds. Quand nous sommes en assise de cette façon-là et que nous permettons à nos pensées de passer et que notre esprit est très calme, alors nos perceptions s'apaisent elles aussi. Nous avons moins de filtres, nous entrons en contact
avec cet esprit qui peut se poser la question, est-ce que je suis sûre? En fait, non, je ne suis sûre de rien. La vérité est dans la vie. Nous ne savons pas. Nous pouvons vraiment toucher cette sensation de ne pas savoir. Juste ne pas savoir. Et être vraiment heureux, heureuse avec cela. Car tout peut se produire. Je peux juste m'asseoir sans savoir. En confiance. Que en cultivant mon chemin, en étant sur ce chemin, je cultive le moment présent de sorte que le futur soit un avenir bénéfique. Et donc en cultivant mon esprit de cette sorte, en étant capable d'ouvrir mon esprit, en étant capable d'écouter la sagesse profonde en moi et dans ma conscience du tréfonds, en tout cas c'est ainsi que j'ai vraiment consacré des temps vraiment bénéfiques et salutaires avec moi-même, en apprenant à me comprendre et à m'aimer. Et comme Thay le dit, si nous pouvons le faire pour nous-mêmes, nous en avons alors la capacité pour les autres. Il y a une très belle calligraphie que Thay nous a offerte. Maintenant que tu as un chemin, il n'y a plus rien à craindre. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon voyage sur ce merveilleux chemin, voyage de découverte à l'intérieur. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir toucher l'enthousiasme que j'ai moi-même par rapport à ce chemin. Merci beaucoup pour votre écoute.